et bienvenue dans le Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, l'émission au Fighting Spirit irlandais assez impressionnant. On va revenir sur la victoire et non sur la défaite de l'Olympique de Marseille. C'était face à Nantes, c'était samedi après-midi. On va parler de l'avenir de Villas-Boas, on va parler de l'avenir de l'OM en Ligue des Champions. Et oui, parce que la semaine dernière, on y était en Ligue des Champions. Et ce lundi, on n'y est plus. Donc on va en parler, on va savoir s'il faut s'inquiéter vraiment ou pas. On va en parler avec Jean-Charles qui est avec nous. Salut Ben. On va en parler avec Thierry qui est avec nous. Et salut Ben, et salut tout le monde. Ça fait plaisir. Et salut à Mourad qui est avec nous, l'écrivain. Salut tout le monde. Bouquin. Monsieur l'écrivain. Il est toujours voilà, là. monsieur l'écrivain. J'essaye de mettre en place le Dostoïevski du boulevard Chab, mais ça prend pas, tu vois. Et toi qui arpentes les librairies, et je le vois de partout. Et non, justement, tu le vois plus parce que a priori, il est en rupture de stock. Oui, mais les libraires avaient partout. prévu des stocks. Non, ça va. Ah, tu as rupture de stock. Dépêchez-vous. Dans pas longtemps, il travaille plus chez nous, lui. Non, il y a c'est un des derniers. On en fera gagner un d'ailleurs ou pas Bien sûr. Quand Quand Nico aura fini de le lire. On fait gagner un livre usagé donc. Non, on fait gagner celui-là. Parce que Nico a son propre On exemplaire. lui demandera de ne pas corner les pages. Mais c'est celui-ci, c'est toi qui es en train de corner les pages de celui qu'on va faire gagner. Bon alors dépêchez-vous parce désastre. qu'il n'y en a plus beaucoup déjà. Bon, Amazon, je pense. Bon, il y en a plus beaucoup à la Fnac du Centre Bourse. Je pense que le cœur de mon audience est à Belzins. J'en suis très fier d'ailleurs. Non, il y en a toutes les bonnes librairies de Marseille. Il y a Prado Paradis, il y en a chez Arcadia, il y en a chez Cultura, il y en a chez la Fnac, la Valentine, Centre Bourse. On a demandé un réapprovisionnement. C'est un pote à moi qui a fait le travail, c'est un Portugais qui lâche rien. C'est vrai ? José s'appelle, petit coucou à José. Et voilà, il en a mis partout. Voilà, on le remercie. Il fait le carrelage et le livre. Il fait les deux. Ça, tu vas te faire. Je plaisante, c'est la partie de rigolade. On commence l'émission, il faut bien Alors plaisanter. attention, n'oubliez pas, faites comme José, faites comme Jacques Henry, laissez un pouce bleu. Voilà. Nouvelle photo de profil. Là. Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il fait un pouce bleu. Il incite les gens à s'abonner et à laisser des pouces bleus sur la chaîne Football Club de Marseille. Faites comme lui. Pour YouTube. Abonnez-vous. Abonnez-vous à FCM pour YouTube, dit Jacques Henry. Voilà. Abonnez-vous. Allez, on passe au match, au décrassage. Allez, c'est tout de suite, c'est le décrassage. Puisque l'Olympique de Marseille ne s'est pas imposé. Et ouais, je m'étais trompé dans la présentation parce qu'on était habitué à voir l'Olympique de Marseille. Il suffit que je parte en vacances et tac, boum. Non, c'est pas de ta faute, c'est de la mienne. Parce que j'ai dit du mal de Christian Gourcuff, donc apparemment on m'a dit bah oui voilà, alors un peu de respect, etc. Alors j'ai pas dit que Christian Gourcuff était un entraîneur qui connaissait rien au ballon, j'ai juste dit que la posture qu'on lui donne souvent, enfin la manière dont il est vendu souvent de dire que c'est un apôtre du beau jeu, etc. C'était un peu survendu à mon avis, parce que c'était peut-être le cas à Lorient, mais à Rennes et à Nantes, on s'ennuie ferme devant Nantes, et c'est pas parce qu'il a battu l'OM en développant un jeu de contre qui était à peu près, qui a été très correct, mais comme l'avait fait Denis Zanko de Toulouse, il aurait très bien pu gagner. C'est juste qu'il a eu plus de réussite, même si son équipe a très bien joué, etc. Il n'y a rien à dire. Mais voilà, dans tous les cas, en fait, je tiens à dire que mon avis n'a pas changé, parce que souvent on dit oui machin, vous êtes des girouettes, etc. Tout ça parce que dans l'après-match, notamment Jean-Charles et Pascal Olmeta disait que Christian Gourcuff était un bon entraîneur. C'est peut-être un bon entraîneur, mais c'est toujours pas un entraîneur qui me fait vibrer. Et en tout cas, il y a aussi le fait, sans doute, c'est vrai qu'il a toujours eu cette image-là de l'entraîneur. Attends, parce que j'ai envie de terminer. Parce que donc c'est d'abord le beau jeu. Donc ces équipes gagnent souvent par un but, par un truc. Bon voilà. Bon là, il a très bien joué, très bien. Et puis il y a aussi autre chose. Il y a aussi le fait de dire voilà, sur les réseaux sociaux, il y a des chômeurs. Que après un match contre Brest qui joue très bien. Il dit oui, bon, ils ont un peu joué au kick and rush, ouais, bon, ils ont fait 2 fois plus de passes que ton équipe, et aussi de dire que le 5 mai, en fait, je pense que ça a beaucoup influencé aussi, que dernièrement, il a dit la décision de ne pas jouer le 5 mai, c'était une décision de communication, et que quand on sait qu'il y a des familles de victimes qui se battent depuis des décennies pour enfin qu'on arrête de jouer le 5 mai, pour avoir un minimum de respect pour les joueurs, pour les gens qui ont pâti de cette tragédie de Furiani. Tout ça fait que j'ai pas un avis très positif sur Christian Gourcuff, voilà, et que ça n'a pas changé parce qu'il a battu l'OM. Allez, on commence donc le décrassage avec l'analyse à froid, Jean-Charles. Mais écoute, moi j'ai presque envie de dire que cette défaite nous panne un petit peu au nez.
depuis quelques semaines, et notamment depuis la reprise du mois de janvier 2020, l'OM peinait à avoir un beau jeu, avoir un fond de jeu intéressant, marquer des buts. On a toujours été un petit peu à l'arraché, en fait, que ce soit dans les prolongations, en Coupe de France, ou en Coupe de la Ligue, sur les pénaltys, ou l'un ou l'autre, en fait. Et puis on s'est aperçu que face à Angers aussi, ici, on a eu d'énormes difficultés. Et bien là, voilà, on a été gagné, c'est vrai, du côté de Lille. Mais certes, on s'apercevait que le jeu se dégradait. Ce que tu as vu là, c'est un petit peu de fatigue aussi. Le banc n'est pas peut-être assez profond pour essayer de. Là, tu vas nous faire toute la deuxième partie de l'émission là. Pardon, non, mais tu veux le analyser, donc je te dis un petit peu sur ce le qui match, se passe. sur le match, vraiment sur sur le match. On a vu qu'il y a eu beaucoup de pertes techniques, beaucoup de manque de communication, de déplacement. Ça te fait rire. Mon analyse te fait rire, donc. Pas du tout. Donc, non, mais j'ai vu une équipe olympienne en dessous de ce qu'on a pu voir la première partie du championnat. C'est vrai. C'est-à-dire avec beaucoup de faiblesse, avec beaucoup moins de responsabilités. On a vu un Dimitri Payet en dedans. Et quand il n'est pas là, quand il n'est pas à son meilleur niveau, et on voit que l'Olympique de Marseille peine. Donc après, je te parle d'autres joueurs. Sinon, tu vas me dire, c'est la suite. Hein Non, c'est parce que dans le programme, on va détailler tout ce que tu as dit. C'était une bonne introduction. C'est vrai, c'est exactement ça ce qui se passe. Est-ce que l'OM a vraiment été moins bon sur ce match-là que les matchs précédents? Mais tu me laisses parler. Non, moi je T'as fait un monologue de 10 minutes, Morad. Ça va être la nouvelle rubrique d'FC de DFM, le tunnel de Mourad. Thierry, pendant que, d'ailleurs, juste avant, est-ce que tu peux replacer bien ton micro comme ça? Tu le tournes vers toi, là-haut, là, comme ça, là. Parfait. Voilà, cher ami. Thierry, l'analyse à froid, qu'est-ce que tu retiens de ce match-là précisément? Alors, je vais reprendre un peu de ce qu'a dit Mourad et un peu de ce qu'a dit Jean-Charles. Moi, je me méfiais beaucoup de Gourcuff. Voilà, parce que ce mec, il m'a traumatisé une fois. C'est vrai qu'il nous a fait marron quand même plusieurs fois. Et moi, il m'a fait d'autant plus marron que du temps d'Éric Guéretz, que vous avez eu la chance de rencontrer la semaine dernière, moi, il m'a fait perdre 1 000 € sur un OM Lorient. On perd 2-3. Voilà. Et on mène 2-0 en plus. Et on mène 2-0 en plus. Bien qui marque un 3e but annulé. Enfin voilà, bref, je vais la faire courte, mais bon, moi depuis ce truc-là, Gourcuff, quand il vient, je le redoute. Et j'avais raison de le redouter parce qu'effectivement, son 4-4-2, de toute façon, effectivement, quand il joue d'autres rencontres, c'est moyen. Mais quand il joue contre nous et au Vélodrome, c'est préparé depuis au moins 15 jours, à mon avis. Et puis il y a aussi le fait que quand tu viens au Vélodrome, tu vas avoir une équipe qui joue en face. Donc forcément, si tu veux jouer en contre, c'est plus facile de le faire face à l'OM que face à Metz, par exemple, contre qui ils avaient fait 0-0 à domicile la semaine précédente. Voilà, maintenant, comme a dit Jean-Charles, ça nous pendait au nez. On n'a rien découvert, la difficulté à se créer des occasions, on la traîne depuis longtemps. On a de la chance que parfois ça passe sur un coup de patte. Alors bon, ça aurait pu basculer avec Sanson qui met le premier et qui est en bonne position pour mettre le deuxième. Parce qu'il y a eu cette bonne réaction de l'OM quand même. Oui, mais même parce que moi je me suis dit, mais quand même on a démarré trop tard. Mais même avant que Lorient ne marque, on a eu un quart d'heure difficile un peu d'observation où les équipes elles allaient chacune dans le camp de l'autre. C'était assez indécis. Puis à un moment donné, l'OM a commencé à monter d'un cran, a commencé un peu à... ils avaient plus de mal à compenser nos décalages. La première frappe à la 30e minute. Hein. Ouais. Mais t'as eu ce moment où je me suis dit, tiens, ça y est, on commence à se mettre en route. Et puis, poum, ils ont marqué. Et après, quand t'es mené, on connaît ce problème. Je crois qu'il y a Khalil qu'on a renversé un score. Hein. C'est une bonne question. Non, Bordeaux aussi. Bordeaux, on était mené 1-0. Et on est mené 1-0 à la mi-temps et on gagne 3-1 en seconde période. Voilà, mais quand tu es mené, c'est beaucoup plus difficile, surtout contre une équipe qui est bien organisée, et ça a été le problème, ouais. Mourad, tu veux rajouter quelque chose sur le match ou tu veux reparler de Gourcuff? Je vais reparler de Denis Zanko, l'entraîneur de Toulouse, qui avait fait la même chose. En fait, je pense que sur ce match, on en tire peut-être un peu trop d'enseignements parce que la semaine précédente, quand on avait été un peu critique par rapport au jeu dans cette émission... Tu veux faire la deuxième partie de l'émission? Non, on nous avait dit machin, truc, tout ça, et c'est pas bien parce qu'il faut s'enflammer quand tu gagnes, et puis quand tu perds, tu commences à paniquer. Ouais. Non, je pense qu'on est dans la même, dynamique que depuis le début de janvier, comme l'a dit Jean-Charles. Non, parce que tu faisais que gagner.
Donc s'il y a de quelque chose jeu qui se casse. dans la même dynamique de jeu, d'accord, voilà, et que si on veut être un peu cohérent, et ben on peut. Moi, je préfère critiquer le jeu quand t'as gagné, parce que pour moi, je suis content que l'OM ait gagné, donc c'est peut-être le moment de critiquer. Et quand tu perds, bon bah voilà, on a vu ce qu'on a vu les matchs précédents. Le problème, c'est que la réussite n'a pas tourné en notre faveur. Comme l'a dit Thierry, il y a si Sanson il rate pas sa frappe sur le deuxième but. Il y a d'autres occasions pour l'OM. Des grosses occasions. Il y a d'autres choses sur la réussite, parce que la réussite, c'est la réussite devant le but, c'est à la réussite arbitrale. Tu veux dire, si tu as une réussite arbitrale maximale, c'est-à-dire que le penalty de Benedetto, là, le truc, c'est franchement, dans le jeu, je le siffle pas, etc. Pourquoi je le siffle pas ? Et parce que c'est un peu gros. Mais avec le VAR, aujourd'hui, j'ai vu des penaltys qui ont été sifflés pour moins que ça. Non mais attends, mais c'est pas que tu le siffles pas, c'est que tu... D'ailleurs, voilà, on passe au fait du match. Moi, c'est mon fait du match. Parce que ce penalty, il doit être sifflé, il est touché. Il est touché. Oui, mais il a déjà perdu le ballon, etc. Mais alors, des pénaux, voilà, avec la le balle VAR, qui part en corner, machin. Avec le VAR, si t'as de la réussite arbitrale, ça t'est sifflé. Voilà. Et t'en as eu un petit peu. T'en as eu, par exemple, à Lille, où le deuxième but, il est refusé pour un hors-jeu. Il y en a eu plusieurs cette saison. Voilà, et là, bah, ça tourne pas, ça arrive. Ouais, ton fait du match, Jean-Charles. Moi, je n'ai pas de fait du match. En fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, le fait du match, ça peut être la combativité. Pas la combativité, mais le fond de jeu marseillais, qui ne reflète pas ce qu'il y a eu en début de saison 2019, enfin, la reprise 2019, et c'est ça qui me marque le plus. C'est-à-dire que l'Olympique de Marseille n'a pas le même rendement, n'a pas le même fond de jeu, n'a pas la même circulation de balles, ne serait-ce quand on regarde Benedetto, il n'y a plus du tout de fonctionnement, il n'y a plus... voilà, les déplacements sont différents, et c'est ça qui me marque le plus. En fait. Tu as un fait de match ? Je vais un peu dans le sens de Jean-Charles. Moi, c'est le premier but. C'est la façon dont on perd la balle presque sur le bord de touche et la façon dont ça se décale et qu'il y a une sorte de laxisme qui fait que Sarr va pas empêcher le centre, Amavi est en retard, enfin n'a pas suivi du tout le mec qui est tout seul pour mettre la tête, même que Mandanda aurait peut-être plus vite aller boucher l'angle. Bon voilà, pour moi c'est ça le fait du match, ça traduit quand même quelque chose qui manquait à l'équipe voilà, dès le départ, une sorte de vigilance, d'attention, et ça normalement quand t'es bien préparé, très vigilant, ça arrive pas. Un autre fait de match ? Moi, j'ai envie d'appuyer un petit peu sur la réussite arbitrale, même si je ne veux pas crier au scandale. Il y en a eu des scandales arbitraux avec l'OM, mais là, il n'y a pas de scandale. Mais par contre, on parle de ce penalty qui aurait été très généreux pour l'OM, donc il n'est pas sifflé, ça me va aussi. Mais voilà, si ça tourne ça tourne dans ton sens, ça tourne dans ton sens. Et le second but de Nantes, où il y a un Nantais qui bloque un peu la vision de Mandanda. On va au VAR aussi. Encore une fois, pour moi, franchement, c'est pas un scandale. Je suis supporter marseillais et je me dis que c'est pas un scandale que le but soit. De voir. Tu penses que ça peut gêner, mais si t'as de la réussite, position d'enjeu et puis ça peut l'empêcher la visibilité. Après, si t'as de la réussite, aller gratter là-dessous, pour moi c'est enfin, excuse-moi, mais je trouve que c'est un petit peu mesquin. Je pense que l'OM n'était pas dans cette soirée face à Nantes. C'est pas ce que je fais, attention, c'est pas l'excuse. Je trouve aussi un peu mesquin, Mourad. Non, mais c'est vrai. C'est pas pour Mourad. Je veux pas moi personnellement, je m'arrêterai pas là-dessus. Tu vois ce que je veux dire ? Je veux dire, il y a d'autres moyens pour remporter les rencontres. On a d'autres arguments pour être bien meilleurs, pour combattre face à ces équipes-là. Mais c'est pour ajouter, parce que moi je pense que ça fait quelques semaines que le jeu est moins bien, mais qu'on était tous en feu parce qu'on gagnait tout le temps, et que là, donc le jeu il est moins bien, et moi je me dis, on est toujours dans l'objectif, on est toujours dans la course, et là plutôt que de critiquer comme je pouvais le faire quand on gagnait, je préfère dire, je préfère chercher ce qui a changé. Et ce qui a changé, je pense que c'est un grain de réussite, parce que aussi Nantes frappe 4 fois au but, cadré, enfin il y a 4 tirs cadrés, donc c'est pas non plus été exceptionnel. Donc t'as ce premier but, donc il y a eu, et franchement moi je conteste pas, je pense que ces décisions là, si elles tournent en ta faveur, c'était très bien, mais que ces décisions là étaient sifflées contre l'OM, ça me choque pas. Il y a la faute sur l'action du premier but,
Est-ce qu'il y avait faute au départ pour lancer les Nantais? Après, ils sont super loin. Après, tu as ce penalty possible de Benedetto, c'était même avant. Et puis ensuite, tu as ce second but où, possiblement, si tu as beaucoup de chance ou si tu joues à Lyon, bon, bah, peut-être que le but, il est refusé et que tu restes à 1-1. Et puis, tu as le troisième but, c'est un CSC. Donc, en fait, pour moi, il n'y a rien qui a changé dans le jeu. Il faut peut-être se remettre en cause. Il faut se remettre en cause dans le jeu. Mais là, t'as manqué de réussite. Un peu dans le jeu, parce que par exemple, contre Toulouse, t'as un Payet qui est pas bon. Contre Toulouse, un Roger qui est à côté depuis un petit moment. Benedetto qui est transparent. Payet, quand même, ils ont mis un bon dispositif autour de lui. Il pouvait pas trop broncher non plus. Hein. Ouais. Il a essayé. Hein, et si Payet, les coups francs, il a 2 coups francs qui sont un peu. Il y en a un qui passe à ça de la tête de Germain et un autre que Lafont détourne un peu chanceusement. S'il marque, on dit pareil. On dit ouais, Payet il est décisif et en seconde période il a été très bon. Comme on l'a souvent dit, Voilà. Alors, man of the match, messieurs. Moi je peux pas. Je pense qu'on ne va pas se tromper. Ouais. Le petit Camara. Ouais. Je pense qu'il a été royal sur cette rencontre, que ce soit dans la récupération, que ce soit quand il allait couper sur les côtés ou compenser peut-être un défenseur latéral aussi. Je pense qu'il a été bien présent dans le système où il était. Dans le jeu où il était, dans le cœur du jeu en fait. Donc voilà, moi je pense qu'il grandit au fil des rencontres, il prend de l'expérience et surtout il gagne en positionnement. Et là, c'est important pour un jeune joueur. Il est impressionnant à ce poste. Hein. Est-ce qu'il est plus impressionnant même que ce qui ne l'a été au poste de défenseur central? Ah oui. Ouais. Ah oui, parce qu'il a plus de volume de jeu, donc forcément ça se voit plus qu'un rôle de défenseur qui est plus obscur. Ouais. Mais oui, moi c'est vrai qu'on le voit plus. Bien sûr, moi je vais ressortir aussi Camara, parce qu'il y a peut-être que lui d'ailleurs à ressortir, mais il y avait des jeunes derrière moi, et je les entendais, et je me dis ouais, vous avez raison. Ils disaient, c'est un monstre, il est monstrueux, voilà, parce qu'à un moment donné, il était monstrueux, quoi. Il avalait tout, il prenait tout, paf, c'était magnifique. Tu as un autre joueur? Pareil, je rajouterais juste pour aux éloges sur Camara qui a cette très belle passe parce que c'est certes le but reste à mettre, mais c'est une vraie passe décisive parce qu'il la met bien pour vraiment mettre Sanson sur le but. À la frappe, il lui met. C'est un ballon simple, c'est simple à faire, mais il faut le faire et il l'a très bien fait. Donc oui, Camara, c'est. Même si j'ai bien aimé aussi Sanson, je trouve que il baisse jamais trop la tête. Il réussit pas tout, il rate des trucs, etc. Mais ça fait plusieurs matchs que dans un OM qui a un peu du mal à créer du jeu, je le trouve méritant. Mais juste pour compléter de Camara, sur cette rencontre-là, il a beaucoup compensé le manque de Rongier et le gros travail, notamment offensif, de Sanson. Parce que ses courses, Sanson, il a beaucoup donné, donc il a beaucoup compensé sur les côtés, aller combler un petit peu le manque de repli de ces milieux un peu plus offensifs. Rongier, alors il fait cette grosse erreur sur le but, mais il est moins bien aussi, lui aussi, il est moins bien depuis début janvier. C'est impressionnant là, il est en perte d'efficacité quand même. Mais je trouve que son match, il se résume, moi je le trouvais bien mieux, et puis il fait cette grosse erreur, tu vois, donc ça, forcément, ça gâche tout son match, mais je l'ai pas trouvé, je trouve qu'il a travaillé, qu'il a donné de à un moment donné, Rongier, j'avais pris mon téléphone pour revoir une action, et je vois une stat qui s'affiche sur l'écran de Canal. C'est le joueur de Ligue 1 qui a le plus tiré sans marquer. Il la passe à chaque match maintenant. Il la passe à chaque match. On en reparlera après de Rongier d'ailleurs. Est-ce que vous avez une merguez of the match? Sur ce match-là, il y en a quelques-unes quand même, je pense, sans être méchant, sans être agressif. Mais bon, Benedetto, on ne le trouve plus. Alors je veux bien qu'on dise il n'a pas trop de ballons, mais par moment, quand tu n'as pas trop de ballons, c'est que tu te places mal aussi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? On le voit, il est un peu perdu sur le terrain, il manque d'efficacité. Comment on peut l'expliquer ça? Que ce joueur, au mois de un attaquant, c'est très simple, tu marques pas. Il touchait plein de ballons, il allait les chercher, il remisait, il redonnait, il créait des occasions, il faisait des bonnes déviations. Il était complet ce joueur. Quand tu peux l'expliquer que quand Payet n'est pas à son top, ou qu'il ne rayonne pas dans une rencontre, eh bien, il a moins de ballons. Il a moins de possibilités de déplacement. Quand il y a un Sanson ou un Rongier qui sont derrière très efficaces, mais est-ce que Payet, il est différent? Il n'y a pas que lui, il y en a d'autres qui étaient pour moi aussi en dessous sur cette rencontre. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu as une autre merguez d'ailleurs? Je ne vais pas être original, hein, non. Parce que je ne peux pas la donner à Germain parce qu'il a beaucoup travaillé. Il est beaucoup ça va faire plaisir à Morel, ça. Mais pour le coup, parce que moi, Germain, c'est vrai que des fois, je trouve qu'on en fait trop. Et là, sur l'échelle de Germain, j'ai trouvé ça pas trop mal. Parce qu'il a un ou deux gestes. Il
il touche pas beaucoup de ballons, mais en effet, il a beaucoup travaillé. Et il fait une ou deux bonnes passes, notamment le centre qui peut amener le deuxième but. Donc c'est toujours pas le Paolo Dybala français, quoi. Mais mais par contre, voilà. Et puis je vois pas qui d'autre, quoi. Même Rongier qui a été en dessous, il a quand même bossé aussi. Donc, pour moi, Benedetto, c'est celui qui me donne le plus le sentiment de, voilà, je sais pas. T'as faibli ces dernières semaines. Moi, j'en ai une autre parce que j'ai dit du bien de Bounassar la semaine dernière parce que je trouvais qu'il prenait de l'ampleur psychologique dans cette équipe. Et là, je le trouve coupable sur le premier but où il défend vraiment mollement. Et sur le second but aussi, il est pas là. Et d'ailleurs, on voit que c'est Valère Germain qui essaye de revenir, il revient trop tard et donc il laisse Alvaro tout seul. Et Bounassar, il est loin et il trottine un petit peu. Et sur le premier but aussi, il y a aussi le truc de Jordan Amavi. Donc, d'ailleurs, les buts viennent, les 3 buts finalement viennent. Le troisième but, c'est pas vraiment Bounassar, mais ça se termine sur son côté, quoi. Donc, j'ai trouvé Bounassar mauvais défensivement et offensivement, il a pas apporté grand-chose comme il ne le fait pas souvent. Habituellement, par moment, il peut te créer quelque chose offensivement, là même pas. Donc, même si Benedetto a été moins bon, mais Bounassar, voilà. Comme j'ai dit du bien, donc je dis du mal une semaine après. Allez, on va s'arrêter là pour ce décrassage et je trouve que vous avez fait un bon décrassage, messieurs. Pour ça, je vais vous mettre un pouce bleu, comme j'adore. Un pouce vers le haut. Bon décrassage, les gars. Allez, on passe à la deuxième partie. Et faut-il vraiment s'inquiéter, y a-t-il des raisons de s'inquiéter? Est-ce qu'on va tout, on va tout perdre? On va tout perdre. On a perdu un match, on va plus y aller en Ligue des Champions. Allez, c'est maintenant. Eh oui, parce qu'on a interrogé aussi les supporters, la fancam après le match. Il y avait des gens qui étaient inquiets aussi. Ils se disent peut-être que c'est le début de la dégringolade. Puis même sur les réseaux sociaux, on peut le lire aussi. Est-ce qu'il faut s'inquiéter vraiment après cette défaite de l'Olympique de Marseille, l'OM qui n'avait plus perdu depuis combien de matchs déjà? 14 en championnat. Voilà, 14 en championnat. Alors d'abord, on va regarder. Il était pas prêt. Il était pas prêt, Ryan. On va regarder les résultats des concurrents pour voir un petit peu la course à la Ligue des Champions, ce qu'ont fait les autres. Ils sont là, c'est Lyon, ça qui est embêtant. Lyon, mais pourquoi on a mis Lyon, les gars? Pourquoi on a mis Lyon? Mais Lyon, parce que eux, ils sont pas concernés. Parce que dans cette Ligue des Champions. Parce que eux, bizarrement, c'est pour illustrer tout mon argumentaire dans le décrassage. Eux, ils ont eu un peu de réussite arbitrale quand même, avec un penalty et un carton rouge contre Metz. Le Paris Sécure est encore passé. Je vous conseille de suivre ce Paris Sécure tous les week-ends. Il passe quasiment. Penalty pour Lyon. C'est un autre débat. On va remettre les résultats. Voilà. Donc Lille, c'est surtout ça. Lille et Rennes se sont imposés ce week-end. Donc l'écart se réduit. Bon, Paris aussi a gagné. Donc adieu au titre. On verra la semaine prochaine si jamais. Est-ce que tu le croyais vraiment au titre? Le résultat réellement embêtant dans ce lab, c'est Rennes-Nîmes, parce que j'ai regardé le match et donc Rennes marque à la 89e minute le but du 2-1. Et voilà, à 10, parce que Briançon a fait le coup de la corde à la Jacques Amavinga. Bon, c'est quand même un carton rouge qui est mérité, même si on aime beaucoup Briançon. Voilà, moi j'aime bien Nîmes en plus, généralement. Aussi, faire un débrief d'après match. Et puis généralement, Nîmes est mieux, on va aller chez eux. Et puis généralement, on aime bien Nîmes, à part la semaine prochaine. Mais voilà, on aimerait qu'ils se sauvent tout ça. Il y a plus de jeux côté nîmois. Le match était équilibré. Et puis, au moment où il y a ce carton rouge, bon bah voilà, ça bascule. Là encore, il n'y a rien à dire sur le carton rouge, hein, je pense. Il y a peut-être, sur une situation après, les Nîmois ont demandé un peu la VAR. Mais bon, non, je pense que la défaite est méritée pour Nîmes. Et ce qui est embêtant, c'est le scénario, c'est-à-dire qu'ils marquent à la 89e minute, que Rennes avait déjà arraché des points contre Nantes quelques semaines après dans les arrêts de jeu, et qu'un match nul nous aurait bien arrangé. Et Lille, grosse victoire lilloise. Moi, je pense que le plus dangereux, c'est Lille. Je pense pas à Rennes, parce que Rennes, ils sont irréguliers. Notamment, là, ils marquent à la 89e face à une équipe qui joue à 10. Enfin, ça dure quand même, là, leur... Ouais, mais bon, ça dure parce que les autres derrière ne marchent pas non plus. Bah, t'en as eu en début de saison, t'as eu une période dure, mais depuis, ils ont quelques défaites, mais bon, Tu as regardé la rencontre. Est-ce que tu as vu un gros fond de jeu de Rennes? J'ai regardé un petit peu. C'est pas une équipe qui me fait peur. Voilà. Bah, moi non plus, c'est ce que j'ai dit dans cette émission des dizaines de fois, mais là je me dis, bon, ça dure quand même. Lille me fait plus peur parce qu'il y a déjà des joueurs talentueux, il y a de jeunes joueurs qui explosent au niveau, et puis tu as des joueurs expérimentés qui apportent le maximum de choses dans cette équipe.
Je ne parle pas de l'entraîneur, parce que sinon on va dire encore autre chose, parce que c'est de ma famille. Mais voilà, c'est un club qui est dans la continuité de la saison passée. Donc la saison passée, ils ont fini 2e, là ils sont encore 4e, à un seul petit point de Rennes. Mais, puisque tu parles de qualification et la course en Ligue des Champions, moi je ne m'affole pas du tout. Hein. Non. Ah non, on a encore 8 points d'avance sur Rennes. Ah tiens, justement, on regarde le classement. On a 8 points d'avance quand même sur Rennes, 9 sur Lille. Eh oui. Je veux dire, il faudrait que l'OM... Mais t'en avais de 12 et, je suis d'accord. et 11. Et tu vas à Nîmes, tu vois. Tu vas à Nîmes, mais... Voilà, c'est aussi ça peut aller vite. Je suis d'accord, ça peut aller très Tu vite. vas jouer Paris. Ça peut aller très vite. Mais ce que je veux dire, c'est que l'OM doit se reprendre rapidement surtout. Mais après, il faut que les autres confirment derrière. Parce qu'il n'y a pas que nous. Voilà. Eux qui cravachent derrière à vouloir nous rattraper, il va falloir qu'ils gagnent des points. Voilà. Et des gros matchs, parce qu'il leur reste des gros matchs à faire. Alors, tous les deux doivent rencontrer Lyon notamment, il me semble. Donc, je veux dire, je ne suis pas très inquiet. Maintenant, après le match de Lille, on verra. J'espère que l'OM va gagner. On verra, parce qu'après, c'est vrai que l'écart, si ça se passe mal, il n'y aura plus que... Après le match de quoi? De Nîmes, pardon. Ouais. Excuse-moi. Ouais. De vendredi soir à Nîmes. Oui, si voilà. ça se passe mal, là, le discours ne sera pas le même. Parce que là, après, dans la tête des joueurs, Et de l'entraîneur et de l'effectif... Si tu te retrouves à 6 points à ce moment-là... Ben, tu te retrouves à 6 points, même pas 5 points. Tu peux te retrouver à 5 points. Bon, il faudrait que les autres gagnent aussi. Hein. C'est pour ça que ce championnat est assez bizarre. Est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter ou pas? Ou c'est... Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui se disent... Voilà, ça tombe peut-être bien, au moins ça va... Moi je pense qu'il faut attendre vendredi soir pour vraiment s'inquiéter ou pas. Le match à Nîmes, je l'avais dit l'année dernière quand on y est allé en Tong, j'avais dit attention, les matchs contre Nîmes ça a toujours été compliqué, ça a toujours été la bagarre. Et peu importe le classement des deux équipes. Et peu importe le classement des deux équipes, il y a toujours eu beaucoup de coups, ça a été des matchs dans les années 70, c'était... Voilà, il y a deux caractères, c'est le combat de deux caractères sudistes qui veulent rien lâcher, donc il faut y aller là-bas avec les couteaux, quoi. Parce que non mais c'est vrai, je pensais que tu cherchais un autre nom. Non mais il faut pas y aller, je veux dire, en dilettante, parce que c'est Nîmes. Déjà on a vu que à l'extérieur à Rennes, ils auraient pu revenir avec le point du nul. Ils cravachent pour se sortir de la zone de relégation et ils nous attendent. Voilà, ce match-là ils l'ont dans le coin de la tête depuis longtemps et attention. Voilà. Et là pareil à guichet fermé, hein. Ça va être à guichet fermé. Il y a des raisons de s'inquiéter, Mourad, ou pas? On parlait du jeu, par exemple, tout à l'heure, quand Alors, j'ai stoppé Jean-Charles. Depuis on peut y revenir sur le jeu. Depuis décembre, je dis que si on fait 30 points, on sera sur le podium. Alors, en fait, moi, je pense pas que l'OM puisse sortir du podium. Je pense j'ai une petite inquiétude sur le fait de finir 3e. Et en fait, le fait est que je ne l'avais pas. Donc, quand je disais on finit sur le podium, on est en Ligue des Champions, c'est parce que ces 2 dernières années, Lyon termine 3e et Lyon va en Ligue des Champions parce que le vainqueur de l'Europa League est déjà qualifié en Champions League. Et puis là, ce week-end, j'ai regardé les équipes qui restaient en Europa League et je me suis dit, ah ouais, il pourrait peut-être y avoir une équipe qui remporte l'Europa League, qui n'est pas déjà qualifiée en Champions League. Donc, finir 3e, c'est peut-être pas tout à fait la même chose que second. Donc, pour le podium, je pense que l'OM, voilà, faut faire 30 points. On va se faire doubler par 2 équipes, quoi. Voilà, on va pas se faire doubler par 2 équipes. Je pense que ça serait une catastrophe quand même. Non, en prenant... Il y a eu 12 points d'avance, ils se sont retrouvés 4e. En prenant en compte le scénario catastrophe, en prenant en compte le scénario catastrophe, je pense que c'est possible de se faire doubler par une équipe, mais pas par 2. Donc après, même si tu te fais doubler par une équipe, mais que le vainqueur de l'Europa League est qualifié pour la Champions League, ça te change. Si le vainqueur de l'Europa League est qualifié déjà en Champions League, ça ne change rien. Donc voilà. Sinon, ça change tout. Après, t'as quand même des Porto, t'as l'Inter de Conte aussi qui est toujours en lice pour cette Leverkusen aussi, je pense qu'il est pas trop mal, ou je suis pas sûr en Bundesliga, mais bon, voilà, t'as des chances que même en terminant 3e, moi je pense que vraiment, si l'OM prend encore une quinzaine de points, donc j'avais dit une trentaine de points, donc il faudrait en prendre entre 16 et... Si tu prends entre 16 et 18 points, t'es sur le podium. Là encore, à prendre
16 ? Oui. Est-ce que tu en as pris 14 depuis le début de la phase retour ? 16. Donc si tu en prends 16, c'est-à-dire que grosso modo, il te reste 12 matchs, tu en gagnes 1 sur 2. Même 1 sur 2, tu aurais 3 x 6, 18. 36. Donc je pense que tu serais tranquille et que tu pourrais atteindre le podium. Ouais. Mais sauf attention. si tu as une équipe qui fait une fin de saison tonitruante. Mais tu n'en auras pas deux. Lille, par exemple, mais tu n'en auras pas deux. Et c'est une Lille équipe qui peut le faire. Tu n'en auras pas deux. Et même si tu as une équipe qui fait une fin de saison tonitruante, je pense que voilà, si toi tu es vraiment désastreux, si toi tu perds beaucoup de matchs et que tu as une équipe qui fait une seconde partie tonitruante, je vois bien une équipe peut-être dans ce scénario-là nous doubler, mais pas deux, et c'est pas sûr. Non mais juste pour revenir sur ce que dit Mourad, je pense que moi le plus que je crains c'est Lille. Mais moi aussi, après je suis d'accord avec toi. Mais maintenant si Lille nous passait devant, ça serait quand même dramatique en les ayant battus 2 fois dans ce championnat. C'est vrai. On les a battus chez eux, on les a battus chez nous, ils se retrouveraient devant nous avec 9 points de retard. On avait des 12, là ils en ont 9. Ça serait vraiment dramatique, ça serait que peut-être qu'il y a quelque chose qui n'irait pas aussi, qui se trame un petit peu en dessous. Parce que on va attendre un petit peu, tu vois, on en est encore loin, ils ont encore 9 points de retard. Tout à l'heure, on parlait du jeu. Le jeu, on a perdu. Voilà, et c'est vrai qu'on en a perdu. Est-ce que ça, justement, ça peut pas être, tu vois, il parlait de réussite. On a parlé de jeu, on a parlé de réussite. Ça va avec. Mais avant de parler de réussite, il faut vite reprendre cette efficacité défensive sur laquelle on a construit cette deuxième place. Il faut absolument maintenant resserrer les boulons pour redevenir hermétique. Et si tu redeviens hermétique, tu peux espérer. Enfin, moi, je vois pas comment on pourrait ne pas rester à cette deuxième place. C'est inenvisageable pour moi. Voilà. Voilà. Mais par contre, il faut rester hermétique. Voilà. C'est inenvisageable qu'on tombe du podium, mais en prenant un scénario catastrophe où un des deux adversaires fait une fin de saison tonitruante, c'est possible qu'on tombe à la 3e place, mais qu'on ne sorte pas du podium. Mais pour le jeu, j'ai une théorie là-dessus, c'est que en fait, il faut que cette équipe, elle soit peut-être pas en état d'alerte, mais quelque part, en début de saison, voilà, ils avaient ce ressort de se dire il faut qu'on fasse quelque chose. Il y avait un contexte psychologique dans les matchs, qu'il fallait se relancer. Pendant les matchs, c'est ça aussi. Aussi, après t'arrives le tournant de la saison, c'est les matchs à domicile contre Lille et Lyon. Tu viens de perdre à Paris, tu viens de perdre à Monaco. Là, si tu perds ces matchs-là, tu vois, ta saison, elle prend un mauvais truc. Donc, il y a quelque part, quand ils sont au dos du mur, ils se réveillent. Et là, et puis après ça a lancé, après Lille-Lyon ça a lancé un truc, et là t'étais peut-être pas au dos du mur, mais t'avais un peu cette menace de se dire gros calendrier, dangereux, etc. Il faut se mettre un peu le feu. Ils l'ont fait pas dans le jeu, mais en tout cas au niveau des points, voilà, ils étaient dans cette optique-là, et maintenant peut-être qu'il faut... toutes les confrontations directes aussi. Aussi. Ouais. Moi, ce qui me donne un peu d'espoir, c'est que maintenant, ils vont avoir un peu, parce que jusqu'à présent, ils étaient que dans la récupération, ils ne travaillaient pas. Ouais. Là, ils vont avoir un peu plus de temps pour peut-être retravailler certains circuits de jeu, notamment sur le plan offensif, qui vont peut-être améliorer le nombre d'occasions et leur efficacité, et la transformation, si ça se passe bien derrière. Mais je pense que là, ils vont avoir un peu plus de temps pour travailler. Donc, ils vont se reconfigurer. Et puis peut-être que psychologiquement, voilà, en plus, ce que tu dis, c'est tout à fait pertinent. Et en plus, peut-être aussi qu'il va y avoir ce truc, vu que tout le monde leur met le feu alors qu'ils ont 9 points d'avance, 8 et 9 points d'avance, peut-être qu'ils vont se dire, ok, il faut qu'on se remette le feu et peut-être que ça va repartir. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre le feu, parce qu'on a quand même 2 éléments qui sont quand même favorables. Villas-Boas, tu parleras tout à l'heure, à qui on a une confiance totale, et qui a fait du super boulot. Et puis, on croise les doigts et on touche du bois, le retour de Thauvin. C'est deux choses, c'est 2 paramètres importants. Est-ce qu'on entraîneur qui moi, j'arrive pas à compter dessus. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir on espère, Thierry, on espère tous. Parce que la cheville, dans la difficulté, je sais ce que c'est. Mais dans la difficulté d'aujourd'hui, dans le fond de jeu, il va te falloir du renouveau, un garçon qui va essayer de surprendre et de t'amener un plus, de te sécuriser aussi dans la zone offensive, que ce soit pour Benedetto, pour soulager Payet, il y a un tas de choses qui vont rentrer en compte. Donc, ça me donne une source de motivation supplémentaire. Et puis il y a un challenge aussi. Je suis d'accord avec vous. Mais après, on rêve tous de le voir revenir. Mais là, il a à peine repris l'entraînement. Ce que je te dis, collectif. L'entraînement seul.
sur les 3 derniers matchs, peut-être qu'il peut être à son meilleur niveau. Ouais, l'OM envisage un retour mi-avril, c'est ça? Non, je pense que première semaine, deuxième semaine d'avril. de mi-mars, pardon. Mais quelques minutes. Voilà, je pense que ce sera en plus à la fin du mois de mars. Voilà, à la fin du mois de mars, il y a une trêve internationale aussi, donc je pense qu'il faut plus compter pour les. Nous, dans la dernière émission, 7 matchs, 7-8 matchs. On avait parlé des 8 derniers matchs, à partir du début avril. Donc si ça se passe mal, donc il faut compter sur ces hommes-là qui ont de l'expérience. Et Villas-Boas, comme on va parler. Mais aussi la gestion de cet effectif-là qui est court et qui semble usé. Est-ce que ça, c'est pas inquiétant? Quand on voit le rendement, tu parlais de Rongier, on peut revenir peut-être sur lui. On sent qu'il y a des joueurs qui ont plus de caisse. Ah non, mais c'est ce que je te disais en début d'émission. Il y a des joueurs qui aujourd'hui peinent physiquement, qui ont beaucoup donné, qui ont voulu s'imposer rapidement et être dans le discours de Villas-Boas pour essayer de prouver qu'ils étaient capables d'être titulaires dans cette équipe et surtout de gagner des matchs. Aujourd'hui, on voit Rongier qui tente beaucoup de choses, mais qui perd beaucoup plus de ballons qu'en début de saison, il y a quelques matchs en arrière. On voit Benedetto qui marque le pas. On voit même Amavi qui est légèrement en dedans par rapport au début de saison qu'il a pu faire, où il a été excellent. On voit Sarr qui aussi pareil. Donc, Alvaro qui faisait très peu d'erreurs, qui commence à en commettre. Donc, moi, je ne m'affole pas. Je pense qu'on a un entraîneur aujourd'hui qui est capable de remettre tout en place avec des discussions individuelles, collectives, sur le fond de jeu. Maintenant, les victoires vont passer par le fond de jeu. Si elles ne passent pas par le fond de jeu, tu vas gagner peut-être 1 ou 2 matchs par la combativité, par la rigueur. Ou par ça, et la défense que disait... Et la défense, comme disait Thierry. Donc voilà, il y a un tout, mais ce tout, il faut que les joueurs soient conscients de tout ça. Qu'il y a quelque chose à gagner au bout, et qu'il faut suivre aussi leur entraîneur et le public qui pousse. Parce que ça aussi, on va en avoir besoin. Du public, on a vu après la défaite, que le public était là, présent dans ce stade. On n'en a pas parlé, mais ils ont soutenu l'Olympique de Marseille après une défaite. Donc voilà, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent faire que l'OM pourra repartir aussi. L'usure, à mon avis, c'est ponctuel. Voilà, c'est pas. Tu penses que ça peut repartir? Oui, parce qu'à mon avis, ils se sont tellement mis l'objectif jusqu'à Lille. En revenant victorieux de Lille. Je pense que inconsciemment, il y a une sorte de décompression. Et là, je pense que la défaite va les. Voilà. Et par rapport à ce que vient de dire Thierry, c'est intéressant parce qu'on a posé aussi cette question à la fancam. Tu n'étais pas avec moi, mais tu l'as regardé. Voilà, j'ai regardé. Et tu as mis un pouce vers le haut. Pouce vers le haut. Donc, est-ce que justement cette décompression après Lille, et est-ce que les joueurs, l'entraîneur, le staff, un petit peu, et les supporters, nous-mêmes, on s'est tous dit, ça y est. C'est fait, Ligue des Champions, on y est. Est-ce que ça n'a pas eu un effet un petit peu négatif déjà sur ce match de Nantes, et est-ce que ça ne peut pas avoir un effet négatif sur la suite? Si tu ne te reprends pas, non? Tu penses que c'est toi? On a vu les joueurs quand même à Lille. La façon dont ils ont fêté ça, ça traduisait vraiment une sorte d'objectif atteint, quoi. Mais il reste 13 matchs, quoi. Mais bon, attention à Lille, ils sont mûrs, 60 minutes quand même. Oui. Non, on passe par un trou de souris là-bas. Il y a 2 attaques, tac, boum. Mais bon, on passe par un trou de souris. Mourad. C'est possible qu'il y ait une espèce... En fait, moi, je pense plus à une espèce de contexte global, comme je disais tout à l'heure. Avant Lille, à l'aller, tu te disais, bon, là, il faut à tout prix gagner ce match. Tu t'étais un peu mis le feu. Et que après, quand tu reprends, tu te mets aussi un petit peu, tu te mets dans un espèce d'esprit commando. Et que là, tu vois, t'as un peu la fin de cet esprit commando. Et peut-être, mais dans tous les cas, moi, je pense sincèrement que ce match-là, encore une fois, on peut le gagner. Ça peut peut-être être un réveil pour se dire, ok, il va falloir en faire plus, parce que là, on s'est contenté de ça simplement pour aller gagner les matchs, parce qu'on en faisait plus en novembre-décembre, parce que en janvier-février, on en a assez peu fait dans le jeu, mais on en faisait plus en novembre-décembre. Donc peut-être que ça peut être un espèce de rappel, de réveil pour se dire, ok, on va pas pouvoir à chaque fois compter sur une frappe de 30 mètres de Dimitri Payet, et puis de temps en temps, on va pas avoir la réussite qui va, Mandanda va pas nous sortir la parade. Donc ça peut peut-être être un espèce de rappel. Mais après, moi, je me dis que des fois, on va un petit peu trop, tu vois, parce qu'on va dire oui, parce que Villas-Boas a déjà parlé de trucs, machin. Est-ce que c'est pas une de ses premières petites erreurs de communication, ça d'ailleurs? Et il avait fait avant d'autres matchs, et comme il a gagné les matchs, on a dit non. Et sauf que ça avait tourné. Non. Quand ça tourne en ta faveur, il avait déjà parlé de son avenir ou de l'avenir du club, mais là, ce qu'il a dit,
Et ça rentre, on sait que le discours de l'entraîneur, même en conférence de presse, il rentre dans la tête des joueurs. Et lui a dit, c'est vrai qu'avec l'avance qu'on a pris aujourd'hui, on peut déjà penser à la saison prochaine, le recrutement, machin. Donc ça veut dire, en gros, on est en Ligue des Champions, quoi. C'est ça qu'il dit. Il dit ça clairement. Oui. Donc il dit, bon, on va pas se faire... Je pense que ça fait partie du discours qu'il avait tenu aux joueurs avant. Pour les garder mobilisés, je pense qu'il leur avait dit, écoutez les gars, voilà, je vous demande encore des efforts, je vous demande d'aller performer à Lille. Ouais, si on tape Lille, et si on fait Lille, après derrière, on va. Voilà, et je pense que peut-être que ces joueurs commençaient un petit peu à plafonner, à être dans le dur. Il aura, en leur tenant ce discours, il les a un petit peu reboostés. Et l'objectif obtenu, voilà. Je pense que ça faisait partie du discours avant déjà. Jean-Charles, en tant qu'ancien joueur, toi, tu penses que il peut y avoir une vraie décompression avant l'heure ? Non, je pense pas. Tu te crois arriver trop tôt en fait ? Je pense pas. Je pense qu'on a quand même des joueurs expérimentés. Ils savent l'attente aussi du public et surtout leur attente à eux. Parce que tu sais, quand tu es joueur, les objectifs aussi, c'est de te dire, tiens, on revient de 3 années de galère. Chaque fois qu'on mettait le pied sur la pelouse ou vélodrome, on se faisait siffler, huer. Aujourd'hui, on est second au classement. On a perdu à la maison. Il y a la Ligue des Champions, la 2e place en jeu. C'est-à-dire que l'avenir d'un joueur, parce qu'après tu regardes le collectif, mais tu regardes aussi individuellement. Tu te dis, l'année prochaine, je peux jouer en Ligue des Champions. Retrouver le haut niveau. Si je dois partir, je trouverai certainement un meilleur club. Je serai vendu ailleurs. Ça va me donner une carte de visite beaucoup plus importante. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on n'a pas de jeunes joueurs. Ils sont assez conscients de ça, de ce qui peut aussi leur attendre en fin de saison. Tout peut être bonus pour cette équipe qui a traîné la patte pendant 2 ans et demi et qui aujourd'hui se retrouve 2e au classement. Enfin moi, c'est mon point de vue d'ancien joueur. Je dirais qu'il faut tous tirer dans le même sens. C'est un but pour tout le monde, c'est un intérêt pour tout le monde, que ce soit pour le joueur, collectivement, individuellement, et aussi pour le club et les supporters. Donc voilà, après c'est une conscience collective à prendre et je pense que là-dessus, Villas-Boas est très intelligent aussi pour faire passer ce message. Allez messieurs, on va s'arrêter là sur cette partie et on va parler justement, belle transition Jean-Charles, on va parler de Villas-Boas. Et parce qu'il a aussi parlé de son avenir la semaine dernière en conférence de presse, donc on va en parler tout de suite. André Villas-Boas, Ça t'a refroidi, on va en parler tout de suite. J'avais pris un calmant. Bah oui, c'est un calmant parce que tu vas voir, c'est un peu l'effet extincteur, tu vois. Tu sais pas ce qui va se passer, tu te dis, est-ce qu'il va partir ? Est-ce qu'il va pas partir ? Parce que même moi, après le match, après la victoire de Lille, je me disais, ça y est, on est en Ligue des Champions, c'est bon. Et je disais, beaucoup de supporters, tout le monde s'est dit ça, tout le monde s'est dit ça. Même dans une émission, je pense qu'on a fait, on a un peu parlé comme dans ces termes-là. Exactement. Et j'avais dit à Nico, juste après le match, quand on échangeait, je lui ai dit, tu vas voir maintenant, la fin de saison de l'Olympique de Marseille, ça va se résumer, en tout cas dans l'actualité, dans les médias, à qu'est-ce qui va se passer la saison prochaine ? Qu'est-ce qui va se passer avec Villas-Boas ? Est-ce qu'il va rester ? Est-ce qu'il va partir ? Et ça n'a pas traîné. Première conférence de presse, bing, question sur son avenir. Non mais, je pense que c'est une personne... pardon Mourad, c'est un entraîneur qui a un gros caractère et qui n'oublie rien de tout ce qui s'est passé auparavant. Ouais. C'est une personne qui va faire, quand il va savoir que son équipe est qualifiée en Ligue des Champions, il va taper sur la table. Il va aller voir son président, ses dirigeants, il va dire voilà, aujourd'hui c'est comme ça. Et si ça se passe pas comme ça, eh bien, ça sera... je partirai, je vous laisserai le club entre bonnes mains, en Ligue des Champions, mais je partirai. Il a ce qu'il faut entre les jambes. Oui. Il a du répondant, en fait. Moi, j'aime ça. Est-ce que c'est parce qu'il a déjà fait un petit peu vendredi ? Je vais te lire sa déclaration. Vas-y, je t'écoute, mais... Et on va l'afficher même. On a déjà parlé de la saison prochaine avec Andoni. Évidemment, on attend de savoir... Avec Andoni. Ah ouais, avec Andoni. Okay. Ouais. On attend de savoir plus ou moins quelle est la position du club pour la saison prochaine. On aura une réunion début mars avec les dirigeants. Alors, est-ce que j'ai demandé des garanties pour la saison prochaine, pour l'interrogation ? Ce n'est pas à moi de le dire. Je veux savoir ce qu'il va se passer
On a un problème évident de vente. Les sanctions du fair play financier pour Manchester City sont une alerte. On va voir ce qu'il se passe aussi avec le TAS, le tribunal arbitral du sport. Ça peut tout changer également. Voilà, le plus important pour lui aussi, c'est les ventes de joueurs. Il faut vendre des joueurs. On va voir ce qui va se passer au mercato. Voilà ce qu'il répond quand on évoque son avenir. Il parle déjà de fair play financier, de mercato, de vente de joueurs. Il attend d'avoir des garanties. Il prend rien à la légère, c'est ça qui est bien. Et alors, mais en fait, le truc aussi, la question, c'est et alors? Qu'est-ce qu'on a appris là? Bah rien. Pourquoi on a appris que... non, mais rien de nouveau. La question sur son avenir, il dit, attendez, moi, je veux... Est-ce qu'il met pas une pression aux dirigeants? Enfin, si, la seule chose qu'on a appris, la seule chose de nouveau qu'on a appris, c'est qu'il va y avoir une réunion début mars. Non, mais ça, il l'a pas dit, Morad. Mais bien sûr que si, mais à quel moment il l'a dit? Enfin, ou alors, s'il l'a pas dit de manière aussi textuelle, parce qu'il faut vraiment que tout soit... Enfin, si tu sais mettre 1+1, depuis début janvier, c'est ce qu'il raconte. Et on le sait tous, on sait tous que l'OM doit vendre, on sait tous que ça va dépendre de ci, de ça. Enfin, tout ça, on le sait en fait. Il n'y a rien, sauf qu'on monte en épingle un truc qui est... Il avait parlé un petit peu de son avenir, c'était pour dire, attention, si Andoni Zubizarreta part, moi je pars avec. C'est différent. Là, il dit pour la saison prochaine, on va voir ce qui se passe. Ça, c'était la situation de l'arrivée d'Aldridge. Sur laquelle il a été après un peu rassuré. Donc là, c'est plus la question de Zubizarreta, c'est la question de la construction de l'effectif pour la saison prochaine. C'est quand même, comme dit moi, c'est la moindre des choses, de commencer à se dire, bon, c'est le moment de poser un peu les trucs à plat, de voir qui on va vendre, à combien et qui on peut récupérer. Et comment on reconstruit l'effectif pour la saison prochaine. Ça me semble son intervention là, me semble positive. Me laisse plus espérer qu'il envisage de rester que de partir. Toi, tu penses? Oui, parce pareil. que moi, si je poursuivais un petit peu ton discours, je sais pas comment on peut appeler ça, en tout cas agressif à mon encontre, on peut se dire, bon, bah, à ce moment-là, CPI, il part. Non, parce que la situation, tout le monde la connaît. Voilà, c'est ça, je continue sur le mode de Morad. Tout le monde la connaît. Non, mais il faut vendre, tu vas vendre tes meilleurs joueurs et tu vas construire avec des bouts de ficelle. Mais quel intérêt pour lui, de dans ces conditions-là, il ne peut pas continuer. Non, mais quel intérêt de se mettre des bâtons dans les roues, même s'il déclare ça? Ça voudrait dire que Villas-Boas va laisser tomber cette deuxième place, va laisser tomber les ambitions du club, va laisser tomber les ambitions personnelles des joueurs aussi. Non. Ça serait se saboter. Oui. Ça serait se saboter en début février. En février, se saboterait. Bien sûr. Là, il demande quelques garanties, comme dit Thierry, il commence à envoyer les pieds aux dirigeants en disant, oh, l'avenir, il va falloir y penser maintenant. Parce qu'on est second. Regardez, la première alerte, c'est qu'on perd à domicile. Donc là, il va falloir que vous commenciez à travailler peut-être. Et notamment les Zubizarreta. Parce que bon, il y a la vente, mais il va falloir récupérer peut-être des joueurs libres qui sont capables de renforcer aussi le club. Parce que c'est pas parce qu'ils sont libres qu'ils ne sont pas bons. Donc voilà, donc il les met en alerte. Moi je pense que c'est bien joué de sa part. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il parle du TAS, enfin que bon, il y a des incertitudes sur le fair play financier, et que bon, que ça ce soit dans la réflexion. C'est pour ça que je l'ai laissé dans la déclaration, parce que ça c'est pas anodin. S'il le dit, c'est qu'ils en ont forcément parlé aussi avec les dirigeants, avec le président, et qu'il peut y avoir des répercussions en se disant attention, si Manchester City passe au TAS et il se passe rien. Et ça, je pense que c'est tous les clubs d'Europe qui doivent se dire. Encore une fois, bon, le fair play financier, ça veut plus rien dire. Ça me fait penser, tu sais, comme à la cour de récréation, quand il y en a deux qui disent on se donne rendez-vous, on va se taper dessus sur la tête. Là, il y a Manchester City et l'UEFA qui vont se. Et tout le monde a dit mais c'était déjà arrivé au Milan AC. Mais c'était pour l'Europa. Pour l'Europa League. Enfin, c'était pour les coupes européennes et ils étaient qualifiés. Il y a aussi ça. C'est pas parce que il y a le fair play financier. Enfin, c'est pas parce que tu ne seras pas fonctionné par le fair play financier que Macron va automatiquement pouvoir remettre de l'argent. Ça aussi, mais il ne peut pas remettre de l'argent avec le fair play financier. Ça sera plus une excuse. Si demain tu dis, bon, allez, le fair play financier, ça n'existe plus, Macron, il va pas remettre 100 millions. Non, mais par contre, il n'aura plus le bouclier du fair play financier. Il dira, ben non, je ne mets pas de sous parce que j'en ai plus. Mais ce qui me tue là-dedans, c'est que quand même l'UEFA et la FIFA ont une arme massue. Et d'ailleurs, il nous l'avait opposé quand Tapi avait décidé de contester les décisions après l'affaire OMVA. Il avait décidé de mettre l'UEFA au tribunal.
Et il avait fallu que Noël Le Graët envoie une lettre où il s'est mis à genoux, mais à genoux comme ça, pour lui dire monsieur, faites pas ça. Parce qu'effectivement, l'UEFA et la FIFA disaient attention, si vous portez plainte, on sort la France des compétitions internationales. Il n'y a pas de Coupe du Monde, voilà. Donc ça peut arriver aussi. Mourad, sur l'avenir de Villas-Boas, tu te dis quoi? Tu te dis c'est parce qu'on a toutes les données. Tu l'as dit, on a toutes les données. On a sur l'avenir de Villas-Boas, on n'a rien appris. Oui, on n'a rien appris, mais on a toutes les données. Dans ces conditions, tu le vois rester, toi? Parce qu'on sait ce qui va se passer, Mourad. Il a signé 2 ans, quoi qu'il arrive. Non, mais d'accord. Non, mais je suis d'accord. Il n'aura pas de moyens. On va lui vendre le premier à partir. Moi, je vous le signe aujourd'hui. Et il aura ses excuses. C'est Camara. Avant le fin de juin, boum, tu vas perdre Camara. Non, mais je suis d'accord. Et tu auras des bouts de ficelle pour recruter. C'est ce que je te dis. Donc, il a prévenu ses dirigeants. Il les prévient bien en avance. Il peut les prévenir. Ils n'ont pas d'argent. Et ce personnage-là, Villas-Boas, qui a un caractère très dur, il les prévient, mais surtout, il tient sa parole. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est parce que on a, depuis Guéret, est-ce qu'il y a eu d'autres entraîneurs qui ont été capables de venir dire voilà, il se passe ça, mais aujourd'hui, vous prolongez, mais moi, c'est pas grave. Je crois qu'il y a un mec là sur la. Non, mais voilà, il est parti pareil. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que s'ils sont en désaccord, il ne restera pas. Ouais. S'il n'a pas les demandes qu'il aura faites. Et vous le sentez comment? J'insiste, je suis désolé, mais moi, comment? Qu'est-ce que tu sens? Je veux savoir comment vous le ressentez. En fait, depuis la. Je pense qu'il va partir. Moi, j'ai pu le penser. Maintenant, sur la déclaration. Je me dis, tiens, c'est pas si évident. Autant je pensais qu'il partait. Avec ce qui s'est déjà passé avec Andoni Zubizarreta. Moi, je pense que les deux vont. Mais c'est même pas ça. Mais en fait, pourquoi on parle de. Tu poses une question, cette question lui a été posée très clairement, il y a répondu très clairement, mais on est en train d'essayer de coudre un truc. Et c'est pas bien ce que tu fais, Benjamin. La fameuse conférence de presse avec Aldridge. Moi, je donne mon avis. La fameuse conférence de presse avec Aldridge, Florent Germain d'RMC qui lui pose la question. Et il y a eu ce silence gênant. Il a expliqué, je me suis assis sur 12 millions en Chine, je suis un homme du monde, j'étais plus près de signer là. Donc voilà, vous avez vos éléments de réponse. Donc on sait exactement qui peut partir, qu'il ne va pas s'accrocher à son poste. Et on sait que la situation financière de l'OM est compliquée. Donc là, ce qu'on peut apprendre à la limite, comme vous étiez en train d'en parler, c'est qu'il y a cette histoire de tasse, etc. Bon, ça, à la limite, ça peut être un peu nouveau. Et qu'il va y avoir une réunion début mars. Mais à part ça, on est toujours dans la même configuration. On verra en fin de saison. Là, c'est selon ses envies, selon la manière dont il va voir où va le projet. Et même si on doit vraiment, essayer de spéculer sur cette déclat, comme Thierry, moi je me dirais plutôt, c'est plutôt positif. Il dit qu'il va travailler sur la saison prochaine. Ouais. Après, Marcelo Bielsa avait dit la même chose. Donc bon. Et il l'avait fait d'ailleurs, parce que Georges-Kevin Nkoudou, Bounassar, etc. Rudy Garcia aussi. Voilà. Est-ce que c'est pas une façon aussi de vouloir avoir la prise de pouvoir avec Zubizarreta? Il y a peut-être un truc aussi en dessous, parce qu'on a voulu mettre Zubizarreta de côté, lui il a défendu, il a dit sans Zubizarreta, je ne travaillerai pas. Aujourd'hui, je pense que ce duo-là impose aussi leur façon de travailler et qu'ils veulent travailler ensemble. C'est-à-dire que, entre parenthèses, que le président s'occupe des finances et que ce qui est sportif, c'est Zubizarreta et Villas-Boas qui s'en occupent. Ça aussi, c'est peut-être aussi pour mettre tout à plat et pour revenir sur des bases plus saines et sportivement plus intéressantes aussi. Parce qu'avec des joueurs de métier, des personnes de métier. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui peuvent... Oui, bien sûr. Il y a Eric Dimeco aussi qui en a parlé cette semaine. Justement après la conf, parce que c'est une conf qui a fait beaucoup réagir. C'est normal. Et celle d'Aldridge, je comprends qu'elle fait beaucoup réagir. Celle-là, je comprends pas trop. Et lui, il se dit, il y a peut-être une chose qui peut faire rester Villas-Boas, c'est Marseille, le vélodrome, l'ambiance, les supporters. Il dit, donc je cite, il peut partir à n'importe quel moment de l'OM s'il n'est pas d'accord avec les dirigeants. Ça, tout le monde le sait. Par contre, il y a des gens qui peuvent inverser la tendance, ce sont les supporters, car ce qu'il est en train de vivre avec eux, l'engouement qui existe autour de lui, le vélodrome plein avec de l'ambiance, ça peut le pousser à rester à l'OM. Vous pensez que c'est un paramètre ou pas ça? C'est un des paramètres. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Villas-Boas, ces dernières saisons, il n'a pas gagné grand-chose. Là, c'est peut-être un renouveau aussi pour lui. Si, il a gagné avec... il a gagné quoi? Avec le Zénith, il a gagné... Il a combien
C'était il y a 3-4 ans. Oui, mais... Voilà, donc je veux dire, c'est le championnat russe. C'est un peu différent. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas méchant, mais aujourd'hui, il revient là dans un pays où le championnat est un peu plus regardé. Le plus grand club du monde. Derrière Paris Saint-Germain, il y a une Ligue des Champions qui est là. Il a besoin, lui aussi, de se redorer un petit peu le... Attends, il peut y avoir un enchaînement gênant si les gens font un montage, parce que j'ai dit, il revient dans le plus grand club du monde, et toi, t'as enchaîné avec derrière le Paris Saint-Germain. Si les gens font un montage... Non, mais ces dernières années, c'est l'entraîneur qui lutte un peu avec le Paris Saint-Germain. Ouais, c'est vrai. Même si on a perdu là-bas, qui lutte, il attend le match retour, parce qu'avec le match retour, ça sera peut-être autre chose. Donc voilà, lui aussi, il retrouve un petit peu de sa valeur d'entraîneur, de son image. C'est à double tranchant, tu le sais. Oui, mais il retrouve sa valeur, t'as des clubs qui vont le contacter. Oui, mais il en a besoin de ça aussi. Même s'il dit qu'il va arrêter dans 2 ans, qu'il va retourner à Porto, qu'il va faire le Paris-Dakar. Mais c'est toujours bien, même s'il doit partir, d'être clean, d'être vis-à-vis des supporters, du club, des gens qui le regardent, et même des entraîneurs et de tout le reste. On peut être sûr d'une chose, c'est qu'il ne restera que s'il a pu travailler dans le sens qui lui semble important pour lui, c'est-à-dire faire progresser il semble qu'il ne peut pas faire progresser l'équipe. Là, de toute façon, il est dans une situation ultra confortable. Pour pouvoir décider de son avenir. À la limite, dans la déclaration, c'est ça le truc. Et c'est peut-être pour ça qu'il a fait bien dans la déclaration. Aussi. Oui, c'est sûr. Juste après Lille. Il y a des moments, il y a des stratégies en fait. Tout le monde. Il y a des stratégies. Quand tu fais des conférences de presse, regarde Mourad, il a sorti quand il fallait. Le 14 février, la Saint-Valentin. Donc, préface d'André Villas-Boas, d'ailleurs. En plus, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moments importants dans la carrière d'un joueur, d'un entraîneur, de tout ce que tu veux, pour sortir des phrases qui vont faire mal, qui vont toucher les gens, ou qui vont faire du bien. Allez, on va s'arrêter là. Attends, parce que j'ai quelque chose à dire. D'abord, parce que il y en a certains là qui reprochent un petit peu la communication de Villas-Boas avant le match de Nantes. Moi, déjà, je tiens à dire qu'on loue sa communication depuis le début de saison et que quand ça marche, si on loue quelque chose quand ça marche et dès que ça perd, on le détruit. Bon, on n'est pas quelqu'un de très estimable, je pense. Donc voilà, même s'il fait des erreurs, il fait des erreurs. Moi, je pense pas que ce soit à cause de ça qu'on ait perdu ce match-là. Et ensuite, justement, parce que l'instant promo, mais j'ai aucun conseil à donner à André Villas-Boas, mais pour m'être replongé en profondeur dans la saison Bielsa à l'OM, la plus grosse erreur que Marcelo Bielsa a fait à l'Olympique de Marseille, c'est de pas partir à la fin de la saison et de faire traîner un peu le truc et de partir à la première journée de camp. Et c'est ça qui fait que les supporters gardent quelque chose de négatif. Et vu la belle histoire que Villas-Boas est en train de créer, voilà, qu'ils réfléchissent bien avant la fin de saison. Et je pense qu'il va le faire, qu'il n'a pas besoin de se l'entendre dire. Mais en tout cas, voilà, qui prennent une décision forte rapidement, et on espère tous en tout cas qu'ils le fassent avec l'Olympique de Marseille et qu'ils fassent pousser, qu'ils poussent dans un sens où il arrive à construire une équipe. C'est faisable. Il faut beaucoup de travail, mais même en vendant un joueur et en étant obligé d'être à l'équilibre financier l'an prochain, c'est faisable avec beaucoup de travail. Donc s'il arrive à avoir ça, qu'il reste, on le souhaite, mais en tout cas qu'il fasse attention à la Bielsa. Ça c'est important aussi. Il vaut mieux qu'il parte au mois de mai parce que les dirigeants, les dirigeants la merde. Font des promesses, ça existe. Il peut y avoir des promesses non tenues, et comme Bielsa, après, bing, partir. Là, ça serait la catastrophe. Qu'il fasse très attention à ça dans sa réflexion, parce que ça existe dans le foot moderne, mais il est beaucoup plus intelligent il connaît beaucoup mieux le foot moderne actuel que nous, à part Jean-Charles peut-être qui lui l'a vécu, mais voilà, donc je pense qu'il en est conscient et c'est la seule chose. D'où l'intérêt d'envoyer la conférence, enfin, son discours aujourd'hui, de prévenir les gens que si ça se passait mal dans 2 mois, mais regarde les mercatos. Alors bon, je remets encore une pièce, mais les mercatos, on ne sait pas comment ça va se passer. Ça va se passer sur 3 mois. Les dirigeants, ils peuvent lui dire, mais t'inquiète pas, on va recruter un tel, et puis à la fin, désolé, on n'a pas pu. Il faut venir au mercato. Donc, au mois de décembre. Lui, après, il peut se sentir trahi. Et dire, attendez, vous m'avez fait des promesses et j'ai rien. Mais regarde, il s'est senti trahi au mois de décembre avec Aldridge. Il a de suite il a tapé sur la table en disant
Moi, aujourd'hui, je vends personne et je veux que Zubizarreta reste là. Ouais. Ça, c'est une garantie. Oui. Donc, il a su le faire. Ça, oui. Il peut Mais le pour refaire faire au mois venir donné. des joueurs. Il Mais peut si le t'as pas refaire. l'argent, tu peux pas. L'inverse, Non, mais- enfin l'inverse. Là, faire venir il des voudra joueurs. des garanties. C'est ce que je te dis dans son discours, c'est ça. Il va vouloir des garanties. Même si le club lui tient à cœur, Mais il n'en aura pas des garanties. ils seront obligés de l'avoir. Comment il ne pourra pas repartir avec une base bancale. Si tu y vends des joueurs et on te dit, bon, tu vas en Ligue des Champions, mais si tu perds, c'est pas grave. Non, c'est pas, je pense pas qu'il soit dans cet esprit-là. Non. Je ne pense pas. Ouais. Parce que quand il a, au mois de décembre, il a rebondi sur ce qu'a dit le président, la Ligue des Champions, si on ne termine pas un second, c'est pas grave, il faut quand même des joueurs. Et il a tapé sur la table, mais il n'a pas tapé sur la table, il a fait des bons. Il a dit, mais vous plaisantez ou quoi? On est deuxième, mais on parle plus de Ligue des Champions. Et puis Non, aussi mais où on a vu ça? pour les supporters, je pense que ce serait bien que tout reste clair. Si les supporters sont attachés à Villas-Boas aussi, c'est parce qu'il est très clair dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. On sait exactement là où il va, et ce serait bien. Moi, je pense que quand tu as un entraîneur auquel tu es attaché, et que tu penses qu'il fait du bon boulot, même si on te dit ça va être difficile d'accrocher la Ligue des Champions l'an prochain parce qu'on doit vendre des joueurs, mais on va construire un effectif sur plusieurs saisons, etc. Je pense que les supporters seraient prêts à suivre ce type d'entraîneur-là. Donc il faut continuer à être clair et voilà. Et bon, on verra bien, mais en tout cas, qui bosse bien en coulisses, et je sais qu'il va le faire. Donc voilà. Pour terminer, est-ce qu'il faut que les dirigeants s'expriment rapidement aussi ou pas? Non, Hérault qui ne s'exprime pas, à chaque fois qu'il s'exprime, ça cause un problème. Mais Macourt, qui peut le faire sinon sur les ambitions du club? Et qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent, Macourt? Quand est-ce qu'il t'a dit quelque chose de concret? Quand Non, mais surtout, de concret, non, mais il en a dit des ce que choses. tu dis. Surtout, mais s'il doit s'exprimer, le jour où on est vraiment qualifié, et bon, peut-être que ça arrivera dans les prochaines semaines, donc on aura le temps de la préparer cette saison. Il faut qu'il s'exprime rapidement, peut-être pour régler certaines, faire des mises au point sur les incertitudes qu'il y a sur le plan financier. Surtout, ne pas se tromper. Surtout dans le moment où il va l'annoncer. Ouais. Surtout pas l'annoncer quand l'OM sera mal. Ça voudrait dire que les joueurs, tu n'en comptes plus, tu vas les vendre, le club ne t'intéresse plus. Il faut surtout faire la communication, il faut qu'elle soit bonne au bon moment. Ouais. C'est-à-dire que quand l'OM va renouer avec la victoire, dans quelques matchs, là, si on est bien placé, c'est là où il va falloir taper et dire conférence de presse, aujourd'hui j'annonce qu'il va se passer telle et telle chose. Et pas après une défaite. Parce qu'après une défaite, alors déjà que tu as la tête dans le sac, si tu annonces que ça va mal se passer derrière, ça va être la cata. Et puis qui ne Donc communique aussi, pas avec nous, Franck Macourt, qui communique avec André Villas-Boas, avec Zubizarreta, qui travaille en coulisses. Là, nous, on doit s'intéresser au football. On n'est pas encore qualifié pour la Ligue des Champions. Qu'on se qualifie pour la Ligue des Champions, l'important maintenant, c'est que s'il y a des plans à faire, etc., c'est avec le coach. C'est pas en sortant dans la presse. Ils l'ont déjà fait. Ça a été un échec total. Donc voilà, parler en interne, travailler en interne, c'est la seule chose qui nous rassurera. Allez, pour terminer, il y a quand même un truc qui est bizarre. Moi, j'ai pas fait de statistiques pour savoir tous les combien Macourt est présent. Mais là, ça fait un moment. Hein. Et j'attends le match. Il était là en décembre, non? Il était à Paris venu, Je ne sais même pas s'il était à Paris. Est-ce qu'il s'était J'attends le match exprimé contre Paris. J'attends le match contre Paris pour savoir s'il sera là. Parce que d'habitude, il est là. Ouais. Mais ça sera un symbole, ça. Je pense que c'est important aussi d'avoir le soutien de son actionnaire. Pas de son savoir où il en est. Actionnaire. Savoir où il en est. Savoir que son derrière, qu'ils ont besoin aussi d'un actionnaire qui est ambitieux. Qui peut être ambitieux par rapport aux résultats, par rapport à ce qui se passe. Allez, messieurs, on s'arrête là. Juste va un petit reparler, truc, vas-y. c'est la fin de l'émission? C'est la fin de l'émission. Donc, ce soir, 21h, le talk d'Olympien. Tout à fait. Voilà, ils sont en train de se préparer, ils sont en train de s'échauffer. Alors, je ne sais pas qui va jouer, si ça sera Waïd, Marius, Beka, Ernesto ou FX. Il peut y avoir aussi Fana. Bon, voilà. Le talk d'Olympien à retrouver tous les lundis. À 21h. À 21h. Et c'est aussi diffusé sur le site Football Club de Marseille. Voilà. Et vous pouvez suivre le compte Twitter Olympien FCM, ça s'appelle. Donc voilà. Exactement. Merci Mourad, merci Thierry. Tu reviens quand tu veux. Merci Jean-Charles. Merci. Tes interviews exceptionnelles. Merci. À retrouver aussi sur YouTube. Voilà, c'était un grand plaisir, de franchement. C'était vraiment un honneur de partager ça aussi avec toi.
Et on retrouvera l'interview de Vedran notre ami Vedran bien, ça, cette semaine. Et croyez-moi, il est très très bien. Ouais, il est très très bien. Et c'était chez lui, dans son stade. Ouais. Vous êtes très très bien reçu, on le remercie d'ailleurs. Ouais. Voilà, ça sera diffusé sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille cette semaine. À très bientôt, pouce vers le haut.